Merci de bien vouloir prendre place pour que nous puissions débuter ce grand entretien. Vous le savez, il est prévu de 17h30 à 18h30. Donc je vais interviewer Jean Pisani-Ferry, qui est notre hôte pour cette séance. Et puis, dans une demi-heure ou 40 minutes, nous prendrons vos questions. C'est-à-dire qu'un micro circulera dans la salle de façon à ce que vous puissiez l'interroger, peut-être pour préciser certaines choses, ou bien tout simplement pour lui faire part de vos questions. Jean Pisani-Ferry, pas facile à présenter parce qu'il a plusieurs vies au fond qui ne sont pas successives mais parallèles. Il est à la fois un économiste éminent. Il a été patron par exemple d'un laboratoire très connu qui s'appelle le CEPI, le Centre d'études prospectives internationales. Il a été aussi, et il est toujours d'ailleurs, j'allais dire conseiller du prince et inspirateur, ou à tout le moins conseiller de ceux qui prennent les décisions politiques. Il a été auprès du ministre de l'économie qui était à l'époque Dominique Strauss-Kahn et Christian Sauter, et il est aujourd'hui dans un rôle différent en tant que commissaire général à la prospective et la stratégie pour l'actuel gouvernement. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'homme du long terme au sein du gouvernement. Mais il est aussi, et ça va nous occuper au moins pendant la première partie de cet entretien, un homme de la chose européenne, parce qu'il y a contribué, il l'a analysé. Il a d'ailleurs fondé un think tank qui s'appelle Bruegel, qui est un think tank européen, qu'il ne dirige plus, mais qu'il a fondé, je crois, Jean, si ma mémoire est bonne, en 2005-2006. Donc, autant dire qu'il y a plusieurs fils dans l'univers intellectuel et professionnel de Jean Pisani, et nous allons essayer de les tresser ensemble. Jean, je me tourne vers vous. La première question, au fond, on est dans les entretiens de l'histoire, c'est une question justement sur l'Europe. On voit s'exprimer aujourd'hui dans nos sociétés une demande de frontières. Elle s'exprime bien sûr à l'occasion de la crise des migrants dans différents pays européens, mais elle s'exprime aussi en matière économique. On voit d'ailleurs que même au sein de la zone euro, réputée parfaitement intégrée, on a rétabli les frontières entre la zone euro et la Grèce, entre la zone euro et Chypre, et au plan commercial, on pourrait trouver d'autres exemples. Or, toute l'histoire européenne récente, celle des dernières décennies, a été consacrée, au contraire, à abaisser les frontières. Est-ce que cette demande de frontières, c'est précisément un retour de l'histoire et de ce que vous avez appelé le réveil des démons dans un de vos derniers livres, c'est-à-dire des démons peut-être ceux de l'entre-deux-guerres, ou bien est-ce que c'est une crise passagère qui ne présage pas de l'évolution de ce projet qui a occupé une génération? Bonsoir à tous. On commence par une question difficile. C'est vrai que spectaculairement dans la crise des migrants, on voit se rétablir la frontière, c'est-à-dire que là où on avait réduit les barrières, éliminé les barrières, tout à coup on les voit se redresser et on voit la frontière comme protection alors qu'on voyait la frontière comme obstacle. Et ça, la puissance symbolique de la reconstruction de frontières, même si c'est temporaire, à la circulation des personnes, c'est énorme. Donc il me semble que ce qui est en train de se passer est effectivement important, je dirais grave. Bon, dans la crise des migrants, il y a le test, peut-être, et c'est ça que ça traduit, le test de la pertinence, de l'utilité de l'Union européenne par rapport à une crise de ce type, qui est en fait une crise commune. C'est pas une crise qui intervient même si les migrants souhaitent aller en Allemagne. En fait, ils souhaitent avant tout aller ailleurs, ils souhaitent avant tout trouver un refuge, ils viennent des frontières de l'environnement immédiat de l'Europe. Donc c'est une crise commune. Donc si par rapport à ça, la réponse consiste à rétablir des frontières, c'est d'abord un aveu profond d'impuissance, d'incapacité par rapport à cette crise. Et ça, c'est paradoxal parce que, d'une certaine manière, on a juridiquement tous les instruments, à peu près, pour gérer cette crise en commun, même s'ils ne sont pas développés dans les traités. Il y a une compétence européenne. Donc on ne peut pas dire c'est une surprise, on n'avait pas prévu, etc. Oui, on avait prévu. On avait prévu que ça pouvait se passer, on avait prévu qu'on pouvait effectivement donner des moyens
à l'Union européenne pour gérer ça en commun, avec un statut commun de réfugiés, avec politique commune d'accueil, etc. Et donc ce qui se révèle là-dedans, c'est un retour, effectivement, de choses très anciennes. Alors la coupure entre l'Est et l'Ouest est très marquée de ce point de vue-là. Les nouveaux et les anciens États membres, avec une histoire au cours des dernières décennies qui n'a pas été la même. Il y a eu une histoire d'immigration, une histoire d'ouverture dans à peu près tous les pays d'Europe de l'Ouest. Il n'y a pas eu la même histoire dans les pays qui étaient de l'autre côté du rideau de fer il y a un quart de siècle. Et puis, il y a des choses plus anciennes qui remontent. Quand on... Enfin, ce qu'on disait, ce que dit Christopher Clark dans son livre sur les somnambules, de la manière dont les Hongrois traitaient les nationalités, il disait la manière de traiter les nationalités, c'était de les ignorer, de les nier. Et c'est bien ça qu'on voit se reproduire aussi. Donc on voit un divorce, une fracture se créer au sein de l'Europe enfin même de manière préoccupante, entre l'Allemagne et la France. Mais il me semble que l'écart entre l'Allemagne et la France, c'est un écart de situation économique, c'est un écart de capacité. C'est-à-dire que les Français n'ont pas une attitude profondément différente des Allemands, simplement ils doutent beaucoup plus de leur propre capacité à accueillir. Et les Allemands, on voit qu'aujourd'hui Mme Merkel est en avance, enfin en tout cas est loin de son opinion et qu'elle perd dans les sondages, que sa politique est contestée. Donc il n'y a pas une différence si grande, il me semble, entre la France et l'Allemagne. Mais en revanche, entre les anciens et les nouveaux États membres, il y a une différence considérable. Est-ce qu'il n'y a pas, Jean, quand même, une fatigue de la suppression des frontières? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un désir politique dans nos sociétés de rétablir les frontières? Au-delà même de cette crise en étant le symptôme, mais l'un des symptômes et pas le seul. Je crois qu'il y a un désir d'avoir une affectation des responsabilités à des niveaux qu'ils sont capables d'exercer. Quand on demande aux Européens, il y a beaucoup de sondages, quand on leur demande qui doit traiter tel type de problème, ils ont des réponses en général très claires. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a des problèmes qui sont d'échelle nationale, il y a des problèmes qui sont d'échelle européenne. Et leur attente, ce n'est pas qu'on dise que les États vont traiter l'ensemble des problèmes. Ce serait assez absurde d'ailleurs, hein, parce que le problème aujourd'hui, c'est d'abord l'incapacité de l'Europe à avoir une politique vis-à-vis de son environnement. L'Europe, c'est le continent, l'ensemble qui a, en termes de prospérité relative par rapport à son environnement immédiat, qui est dans la situation la plus tendue. Hein. On a un ensemble prospère avec, dans un voisinage très proche, une population plus nombreuse, beaucoup plus pauvre, et dans des pays qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, ravagés par la guerre civile ou par la violence interne. Et ça, c'est une situation, si on parcourt la carte, hein, depuis le sud jusqu'au nord-est, on a des degrés divers, des situations extrêmement instables, difficiles. Et l'Union européenne n'a jamais su traiter ce problème. Elle a eu une politique de voisinage. On avait fait, quand j'étais à Bruxelles, on avait fait un livre sur l'Union, les aspects extérieurs. C'est en 2007. On disait la seule politique de voisinage qui fonctionne, c'est l'élargissement. Et du coup, là, on tombe sur le problème de la frontière, c'est-à-dire de l'extension indéfinie de la frontière, hein, puisque l'élargissement, de fait, a fonctionné. Il a créé la prospérité, il a créé l'appartenance, même si, comme je disais tout à l'heure, il y a des tensions. Mais en revanche, la politique de voisinage, c'est-à-dire comment on gère les relations avec le Maghreb, comment on gère les relations avec le Moyen-Orient, comment on gère les relations avec l'Ukraine, comment on gère les relations avec la Russie, ça n'a marché nulle part. Comment on gère les relations avec la Turquie, ça n'a marché nulle part. C'est-à-dire qu'on a géré ça à travers des procédures, alors que ce n'est pas un problème de procédure, c'était un problème de relations bilatérales avec des situations qui étaient chacune différentes. Et pourquoi on ne sait pas gérer ça? Parce qu'on n'a pas effectivement une capacité de faire des choix politiques
Parce que cette affaire, ce n'est pas une affaire de procédure, c'est une affaire de choix politique. Comment on gère la relation avec tel ou tel pays, compte tenu de sa situation, compte tenu du jugement qu'on a sur la nature de la relation qu'on veut avoir avec lui. Et donc il me semble que le problème, c'est pas tant de dire remettons des frontières internes, on sera toujours dans cette zone dangereuse, on sera toujours avec le même niveau de risque, on aura toujours des réfugiés qui arriveront, et c'est pas parce qu'on aura mis des frontières nationales qu'on aura réglé le problème. Le problème, c'est d'avoir une capacité, effectivement, de stabiliser notre environnement. Et l'Union européenne s'est constituée en se centrant sur l'élimination de ces frontières internes, l'intégration interne, et très peu, enfin en tout cas ça n'a commencé que tardivement, sur l'effort pour stabiliser son environnement. Alors elle l'a fait en fait en se mettant beaucoup plus dans l'idée, on va faire ça dans le cadre de la mondialisation, on va faire ça dans le cadre d'un monde de règles. Ils se sentent très à l'aise dans un monde de règles multilatéral. Qui est un monde un peu idéal, qui est un monde un peu idéal. N'existe pas vraiment, quoi. Mais qui est un monde dans lequel on a cru qu'on était au début de la décennie 2000, enfin des années 90-2000. C'était l'idée, c'est la mondialisation, c'est un monde qui s'uniformise, qui se gère avec des règles communes. Il y avait d'ailleurs, c'était frappant, parce qu'à l'époque, il y a 10 ans à peu près, la question c'était est-ce que l'Union européenne va se dissoudre dans ce monde-là, hein? Alors que certains disaient de manière très souhaitant ça. Il y a un papier très intéressant de Gordon Brown quand il était chancelier de l'Échiquier qui disait quel est le sens de l'Europe dans la mondialisation. L'Europe, c'est quelque chose qui a été construit autour de l'intégration économique, mais l'intégration économique, elle se fait dans le monde. Donc il n'y a plus de sens. Il ne disait pas, il n'allait pas jusqu'au bout de sa pensée parce qu'il y avait un peu de politiquement correct, mais en gros, on pouvait tirer les conclusions. Les conclusions étaient celles-là. Il n'y a plus de sens, on est dans un monde de règles globales. Et puis il y avait quelqu'un qui avait théorisé ça de manière très intéressante, c'était Michel Rocard, quand il a écrit, j'ai retrouvé ce papier, du Monde en 2003, quand il a écrit du bon usage d'une Europe sans âme. Et son article disait, au fond, on a rêvé d'une Europe politique, on a rêvé d'une Europe puissance, on a rêvé d'une Europe qui exportait ses valeurs, qui était conquérante. Au fond, ce n'est pas ça. Et notamment il écrit ça au moment de l'élargissement, donc il considère que l'élargissement c'est l'entrée de pays qui considèrent que leur sécurité vient des États-Unis, qui ont une relation avec les États-Unis qui est beaucoup plus forte, et donc l'idée que l'Europe va devenir une puissance et qu'elle va être le garant de leur sécurité, c'est profondément contraire à leur vision de leur propre histoire. Et dire on est passé à autre chose, on est passé à une Europe qui exporte, qui étend ses règles, qui est de l'ordre du droit, qui essaye d'étendre l'empire du droit, qui a la capacité d'empêcher les fusions d'entreprises américaines comme ça, qui a la capacité de promouvoir un système multilatéral fondé sur le droit, et dit au fond, réjouissons-nous, acceptons cette mutation, et même si ce n'était pas du tout son projet initial, la manière dont il voulait être européen, il considère que c'est la réalité, et qu'on va là et qu'il faut accepter cette évolution. Est-ce que l'extraordinaire montée des populismes qu'on observe dans la plupart des pays occidentaux n'est pas la conséquence de l'abaissement délibéré des frontières? Alors, double mouvement en Europe, la construction communautaire, et puis parallèlement pour l'ensemble du monde, et en Europe également, le processus de mondialisation qui s'exacerbe à partir de la chute du mur, c'est-à-dire au début des années 90. Vous avez de la suite dans les idées. On ne peut pas me reprocher le contraire. Donc je n'ai pas répondu à la fois précédente, c'est ça. Oui, d'une certaine manière. Oui, enfin, on ne peut pas nier évidemment que tous ces populismes aient en commun de remettre en avant la notion de frontière
par rapport à des phénomènes qui ne sont pas les mêmes, avec des situations qui ne sont pas les mêmes. C'est frappant, effectivement, que UKIP au Royaume-Uni est tout centré sur, en fait, sa fortune politique sur l'immigration, de la même manière que c'est le cas du Front National, de la même manière que c'est le cas dans le mouvement populiste qu'on trouve dans un certain nombre d'autres pays, notamment en Europe du Nord. Même si, bon, c'est pas partout le cas, il y a cette thématique commune. Mais bon, cette thématique, qu'elle soit présente, ne veut pas dire que la seule réponse soit de céder. Et que ça ne veut pas dire que l'équilibre, le seul équilibre qu'on puisse construire, c'est un équilibre au sein de l'État-nation. Il me semble que si la crise est profonde, c'est parce qu'effectivement l'équilibre qu'on a construit n'est pas un équilibre satisfaisant. Et on a pris une méthode qui était une méthode fondée sur l'économie, une méthode fonctionnaliste. On a intégré les économies en considérant qu'il y avait une espèce d'engrenage qui allait faire que chaque pas dans l'intégration allait en appeler un autre, et chaque progrès dans l'intégration allait finalement conforter le soutien pour cette intégration. Alors que chaque pas dans l'intégration en appelle un autre d'une certaine manière, on l'a vu dans la crise de la zone euro. On a vu qu'on avait fait une intégration incomplète et qu'on a dû répondre à cette intégration incomplète en rajoutant des éléments supplémentaires d'intégration. Mais en revanche, la correspondance entre cet aspect économique et l'aspect politique n'a pas fonctionné. Et ça fait un peu plus de 20 ans que ça, on voit les signes que ça ne fonctionne pas. Il y a un article récent de Luigi Zingales et d'autres co-auteurs qui s'appelle L'erreur de Monnet et qui défend ça en montrant, sur la base d'enquêtes d'opinion, qu'effectivement, à partir des années 90, on a chaque étape s'accompagne d'une baisse de la demande pour l'intégration. Et donc, on est arrivé à un état apparemment stable dans lequel les Européens ne veulent ni aller en avant ni aller en arrière. Parce qu'ils ne veulent pas, donc quand on regarde de manière générale les souhaits, ce qui exprime l'opinion européenne, elle ne veut pas aller en avant, elle ne veut pas aller en arrière. Mais elle est insatisfaite. Et la situation est insatisfaisante. Et donc la contradiction de la situation, c'est qu'il n'y a plus la méthode consistant à dire, eh bien, à chaque pas on entraîne un autre. D'abord, elle est devenue insupportable, parce que l'idée de dire, cette phrase de Monnet consistant à dire l'Europe se fera par les crises et sera la solution, la somme des solutions apportées à ces crises, c'est simplement insupportable aujourd'hui. Ça veut dire simplement qu'on va prendre une solution partielle, qu'on va attendre la prochaine crise, qu'à la prochaine crise on va faire encore la moitié du chemin, et on a une espèce de paradoxe de Zénon qui nous amène, avec une série de crises, à converger vers un état stable. C'est plus acceptable. Mais en même temps, la solution alternative consiste à dire maintenant, répondons complètement sur un certain nombre de fronts, et il n'y a pas de demande politique pour cette solution, et en particulier, la France est extrême de ce point de vue-là. Sondage en France, les 2/3 des Français pensent que l'euro était une mauvaise idée, les 2/3 des Français pensent que sortir de l'euro serait une mauvaise idée. Donc on est dans une situation d'un équilibre qui est apparemment politiquement stable, mais en même temps pas satisfaisant du tout sur le fond. Pour vous qui êtes à la fois un économiste et un connaisseur de l'histoire économique, compte tenu de ce que vous décrivez, l'euro peut-il tenir longtemps ? Dans sa forme actuelle, c'est-à-dire dans sa géographie actuelle et son fonctionnement actuel. Je pense que la question est posée. Elle est posée particulièrement depuis l'été dernier, lorsque la sortie de la Grèce a été mise sur la table explicitement. Ça a été la première fois. Elle a été mise sur la table explicitement par le ministre des Finances allemand. Donc là, on a franchi effectivement un seuil, puisque la question a été posée de dire, jusqu'à présent c'était construit sur l'idée d'irréversibilité, qui était certainement une fiction, mais une fiction à laquelle tout le monde adhérait, disant ça fait partie du principe de la construction. C'est même juridiquement supposé être irréversible. Et puis là, on a dit, l'option d'une sortie doit être considérée parmi les options possibles et même éventuellement souhaitables. Donc il me semble que là on a posé la question explicitement. Est-ce que ça peut tenir en même temps?
c'est vrai que si on analyse tout ce qui s'est passé depuis maintenant 5 ans, les efforts qui ont été faits par tous les pays pour rester dans l'euro, pour maintenir l'euro, ont été considérables. Et encore une fois, nulle part l'opinion publique n'est venue à dire, les citoyens sont venus à dire, soit dans des expressions de sondage, soit dans des votes, on sort. Il n'y a pas eu. Hein, même les Grecs. Même les Grecs. Même les Grecs dans une situation épouvantable. Il y a une chose qui est restée, c'est l'idée, on doit rester dedans. Peur du vide chez les dirigeants. On sait maintenant que le ministre des Finances grec, Varoufakis, avait préparé un plan de sortie et que Alexis Tsipras l'a refusé. Il l'a refusé parce qu'il ne le pensait pas viable, c'est pas sérieux. Donc il me semble qu'il y a le fait que c'est coûteux, hein, mais en même temps le sentiment que peut-être ça crée aussi quelque chose. Parce qu'on ne reste pas marié parce que le coût du divorce est trop élevé en termes immobilier ou quoi que ce soit. C'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de dire voilà, c'est trop coûteux. Si on dit c'est trop coûteux de sortir donc on ne sort pas, c'est pas très stable. Hein. L'équivalent matrimonial suggère que c'est pas un argument très fort. Bon, en même temps, on en est là. Donc je crois que si on nous avait dit il y a 5 ans, on va passer par tout ça, et néanmoins on aurait plus de pays qui entrent, on aurait un certain nombre de pays qui sont entrés et aucun qui n'est sorti, je pense qu'on n'aurait pas fait ce pari. Que nous dit l'histoire, et singulièrement l'histoire économique, sur le fonctionnement d'une union monétaire à plusieurs pays, disons à plusieurs communautés nationales? Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer et utiliser aujourd'hui? Je pense à l'Union latine, bien sûr, au XIXe siècle, mais aussi aux tentatives plus récentes de PEG, c'est-à-dire de lien entre les taux de change, notamment à partir du dollar américain. Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer qui nous seraient utiles aujourd'hui pour faire mieux fonctionner l'Union monétaire européenne? D'abord, effectivement, il y a des leçons qui sont que l'irréversibilité n'existe pas. Hein, parce que il y a eu beaucoup d'unions monétaires qui sont dissoutes. Il y a eu, alors souvent parce que les entités sur lesquelles elles sont fondées se sont elles-mêmes dissoutes. C'est l'Union soviétique, le rouble, bon. Mais aussi, ou bien la République tchèque et la Slovaquie ont fait divorce. Il y a eu de multiples exemples de ce type, mais aussi, alors il y a eu peu de tentatives de vraie union monétaire entre des pays qui ont voulu, des États souverains qui ont voulu constituer une union monétaire. Enfin, il y a eu l'Union latine et il y a eu quelques autres exemples donc de dissolution de ce type. Donc il n'y a pas d'irréversibilité. Hein, première chose. Deuxième chose, il faut les conditions de viabilité, ce sont des conditions qui se jugent sur la durée. Et c'est pas par hasard qu'on a eu une crise après 10 ans. Parce que les premiers temps sont toujours plus faciles. Quand on rentre dans un système soit quand on arrime sa monnaie à une autre, soit lorsqu'on crée une union monétaire, les premiers temps sont plus faciles. Parce que les premiers temps, les taux d'intérêt baissent, tout ça s'harmonise, il y a une espèce d'effet d'euphorie qu'on a bien vu en Europe du Sud. Et puis, ensuite, au fur et à mesure que les divergences de prix, de salaire se creusent, que les déficits se creusent, qu'il faut financer les pays en déficit, eh bien, il y a des déséquilibres qui s'accumulent et à un moment, la crise se venge. Donc on sait que c'est un mécanisme qui est exigeant parce que c'est un mécanisme dans lequel les crises ne sont pas immédiates, contrairement à ce qui peut arriver lorsqu'on est dans des situations, disons, de liaison moins forte entre monnaies, mais elles sont violentes. Et ce qu'on a découvert dans la crise de la zone euro, c'est la puissance de la crise, y compris dans des manifestations qu'on ne croyait pas possibles. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas qu'une entreprise dans un pays, parce qu'elle était dans ce pays-là, plutôt que dans un autre, même si c'était une entreprise parfaitement saine, n'arriverait plus à se financer, ou une banque. Donc on a vu des mécanismes de violence de ce type. Donc ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait apporter réponse à la fois sous l'angle
des mécanismes de divergence et à la fois sous l'angle d'avoir des coupes-circuits efficaces par rapport à la crise. Hein, on avait fait l'énorme erreur de considérer que si on faisait un système qui avait des mécanismes de prévention efficaces, eh bien, on n'aurait pas de crise. C'était un peu l'équivalent de dire on a des dispositifs, disons, de prévention de l'incendie efficaces, on n'a pas besoin d'avoir une brigade de pompiers. Bon, c'est ça l'erreur qu'on a faite. Donc il me semble que toute la discussion aujourd'hui, c'est jusqu'où il faut aller pour que ce soit viable. Alors évidemment, l'exemple sur lequel tout le monde raisonne, c'est systématiquement l'exemple des États-Unis. Parce qu'il y a autant de diversité aux États-Unis économique entre les États qu'il y en a en Europe. Hein, la Floride a connu une crise immobilière équivalente à celle de l'Espagne. Le Nevada a connu une crise immobilière équivalente à celle de l'Irlande. Donc on a ces facteurs de divergence et en même temps on a des mécanismes puissants d'absorption de ces divergences, de résorption de ces divergences. Et puis enfin, disons que c'est un pays de même niveau de développement à peu près. Et puis on a beaucoup d'éléments d'analyse qui nous permettent de raisonner sur quels États-Unis. En même temps, on ne va pas avoir un budget fédéral à 20% du PIB. En même temps, on ne va pas avoir la mobilité du travail qu'on a dans un pays où il y a l'uniformité linguistique. En même temps, même si on fait de l'intégration financière, et c'est en gros la leçon qu'on en a tirée jusqu'à présent en disant il faut intégrer beaucoup plus les systèmes financiers et bancaires de manière à ce qu'ils ne deviennent pas des facteurs de divergence, hein, qu'ils soient beaucoup plus constitués dans un réseau avec une supervision commune et des mécanismes de résolution communs, on ne sera pas demain dans le même degré d'intégration financière que les États-Unis. Une dernière question peut-être avant qu'on prenne vos questions sur l'Europe et puis on abordera le deuxième chapitre un peu plus tard sur la croissance demain. Au fond, quand on évalue les bénéfices économiques de l'euro pour la France, quels sont-ils? L'euro a-t-il apporté quelque chose à la France? Il a maintenant 16 ans, hein, au 1er janvier prochain, ça fera 16 ans. Au plan économique, on a bien compris pour le coup votre lecture du projet et puis justement les bénéfices d'intégration, je dirais symbolique et politique, mais au plan économique, quel est l'avantage de l'euro pour la France? Si on pose la question aujourd'hui, le point où nous en sommes par rapport au point où nous en serions si nous étions restés dans des mécanismes, genre de mécanismes de change que nous avions à l'époque, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'euro nous a apporté des bénéfices. On peut même peut-être penser qu'il nous a apporté un coût. Maintenant, il faut revenir au point de départ. Le point de départ, d'abord c'est la France qui a voulu l'euro. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu l'euro? En partie pour des raisons politiques, en partie parce qu'elle pensait qu'il fallait faire constituer une monnaie qui puisse rivaliser avec le dollar. Donc des objectifs de très long terme qui ne sont pas absurdes. Hein. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste aux Européens? Qu'est-ce qui fait la différence avec des puissances émergentes? En particulier la capacité d'émettre une monnaie internationale. Ça demande beaucoup de conditions juridiques, de stabilité, de qualité du système juridique, de stabilité politique, de stabilité des prix, de sophistication financière, etc. Toutes ces raisons-là, ce sont des raisons sur lesquelles nous sommes encore en avance par rapport aux pays émergents. Donc l'idée de dire on utilise ce levier pour continuer à exister, à peser, parce qu'on est un émetteur d'une monnaie internationale, c'est pas absurde, mais c'est bénéfice de très long terme. Hein. Les raisons plus immédiates, c'était que les Européens, et en particulier les Français, ont tiré de l'expérience de l'entre-deux-guerres la leçon qu'ils voulaient avoir des changes stables, des taux de change stables. Et ils détestaient l'instabilité des changes. On se rappelle, à chaque fois qu'il y a eu le choix, parce qu'il y a eu le choix, en particulier lorsque le dollar a perdu sa parité avec l'or, lorsque le système de change global est passé à un système de change flottant, à chaque fois les Européens ont décidé de rester en change fixe entre eux.
Et de nouveau, lorsque le SME a eu des difficultés, a quasiment éclaté, le système monétaire européen a quasiment éclaté en 92-93, ils ont décidé de le reconstituer. Donc, il y a cet attachement. Alors, on peut le discuter, est-ce qu'il est rationnel, est-ce qu'il n'est pas rationnel, mais il y avait cette idée que s'il y avait entre eux des écarts de compétitivité trop grands qui se creusaient par des mouvements de change, comme on avait vu en 92-93 avec les dévaluations italiennes, etc., ça ne tiendrait pas et ce serait, au-delà des effets économiques, ce serait un effet délétère sur le plan des relations internationales. Au fond, il y avait cette mémoire du fait que les dévaluations compétitives avaient été des facteurs de tension entre les pays. Donc il y avait cette volonté d'échange fixe. Et en même temps, le système d'échange fixe, il s'était créé de manière, au départ, sous l'ombrelle du dollar, et puis ensuite, en Europe, de manière apparemment symétrique, et puis l'Allemagne s'était retrouvée au centre. Et pourquoi l'Allemagne s'était retrouvée au centre? Parce que c'était le pays qui avait une banque centrale forte, qui avait mieux réussi dans la lutte contre l'inflation, et donc ils s'étaient retrouvés le centre, le pivot du système. Et donc en fait, les Françaises ont dit, on veut un siège au conseil de la Bundesbank. On ne veut pas que ce soit l'Allemagne, la banque centrale allemande, qui décide de la politique monétaire pour nous tous. Et donc on va constituer une monnaie unique avec des règles qui vont être très inspirées des règles allemandes, mais un pouvoir qui ne sera pas un pouvoir allemand. Et ça, ce sera notre investissement pour trouver cet équilibre. Donc, où à la fois on maintient une stabilité d'échange entre nous, même une rigidité totale d'échange avec l'union monétaire, et à la fois on est là pour participer à la décision. Eh bien, ça ils ont réussi. Ça ils ont réussi, puisque de fait la BCE n'est pas une banque centrale sous domination allemande. Mario Draghi ne mène pas la politique monétaire que souhaite la Bundesbank, et même pas du tout. Aujourd'hui, il est en conflit ouvert avec la Bundesbank. Donc, voilà, il me semble qu'il faut à la fois se dire, effectivement, le rodage a été très chaotique, il y a eu des coups. Il y a eu des coûts pour la France qui a laissé déraper sa compétitivité. Il y a eu des coûts beaucoup plus importants pour d'autres pays qui sont allés laisser aller beaucoup plus, comme l'Espagne, avec une bulle financière et immobilière. Mais l'idée de dire ceci doit tenir avec une construction qui est beaucoup plus symétrique, il me semble que ça reste une motivation forte, et de ce point de vue-là, en tout cas, il me semble, a réussi, même si sur d'autres aspects, les marchés ont remis l'Allemagne au centre. Enfin, c'est le plan de la politique monétaire, la politique de la Banque Centrale Européenne, c'est pas le cas. Juste une dernière question, enfin plutôt une relance sur cette question, avant qu'on ne prenne vos questions sur le sujet européen. Vous l'avez dit implicitement, pour la France, l'Union monétaire européenne, c'était une façon de ceinturer la puissance allemande et de s'infiltrer dans le sein des seins monétaires. Alors, c'est vrai, j'entends ce que vous dites sur la Banque Centrale Européenne, dont on ne peut pas dire qu'elle est une Bundesbank, mais pour autant, l'inspiration allemande du projet triomphe. Et autrement dit, cette affaire qui était faite pour... en gros, égaler la puissance allemande, finalement la consacrer. Je pense pas. Il y a deux choses. Est-ce que la puissance allemande triomphe? Oui. Est-ce que l'Allemagne est aujourd'hui de très loin le pays dominant en Europe? Oui. Pour quelle raison? Parce que elle a mieux compris les règles du jeu. Peut-être parce qu'elle les a faites. Peut-être parce qu'elle les a faites, mais pas tant que ça. Il me semble que... non, il me semble que c'est plus... Il y a eu une coïncidence. L'Allemagne est entrée dans l'euro dans une situation de sous-compétitivité. En 1998, la France était en excédent extérieur, l'Allemagne était en déficit. On avait donc une situation complètement renversée par rapport à la situation actuelle. Et ça, c'était simplement l'effet retardé de l'unification allemande, qui avait conduit à l'Allemagne à faire des grands investissements, des transferts vers l'Allemagne de l'Est. Il y avait eu un boom, il y avait eu donc de l'inflation en Allemagne, et tout ça avait conduit à ce que l'Allemagne ait perdu en compétitivité. Et donc l'Allemagne est entrée dans l'euro.
Et elle s'est aperçue qu'il y avait un problème lourd. Et elle l'a traité en 2003, 2004, 2005. Donc les réformes Schröder, c'est pas simplement que le chancelier s'est dit il faut réformer, c'est que l'Allemagne, à l'époque, c'était l'homme malade de l'Europe. Hein. On l'appelait l'homme malade de l'Europe. Je me rappelle un grand économiste allemand, très connu en tout cas, qui avait, dans le livre, s'appelait « Est-ce qu'on peut encore sauver l'Allemagne ?» Enfin, c'était l'état d'esprit, et ça a duré 5 ans où ils ont fait énormément d'efforts. Et nous, on a été dans la psychologie exactement inverse, c'est-à-dire on a atteint notre but, on a l'euro, et au fond, on n'en a pas tiré les conséquences pour nous-mêmes. Hein. On ne s'est pas dit, qu'est-ce que ça change? On a très peu réfléchi à ce que ça changeait dans notre manière de faire, de conduire un certain nombre de politiques. C'était une affaire dont on a dit, bon ben voilà, maintenant le ministre des Finances va s'en occuper, les banquiers centraux vont s'en occuper, mais pour nous, ça n'a pas d'implication. Et donc, on a laissé se construire ces déséquilibres. Donc, il me semble que c'est plutôt ça qui s'est passé. Hein. Et ça s'est passé. Alors, sur le fait que l'inspiration a été allemande, je pense que c'est clair que tous les volets, stabilité des prix, étaient très, très allemands. En même temps, il y a eu, et notamment il y a eu dans la crise, un certain nombre de réponses qui n'étaient pas du tout des réponses traditionnelles allemandes. Si vous demandez aujourd'hui à des Allemands, des conservateurs allemands, qu'est-ce qu'ils pensent de la manière dont on a géré la crise, ils vont dire on a jeté un certain nombre de principes fondamentaux à la rivière. On a dit qu'un pays qui était en difficulté devait se débrouiller tout seul parce que sinon on créait de l'aléa morale, c'est-à-dire on créait la tentation de faire la même chose de la part d'autres pays demain, de la part d'autres acteurs privés demain. Eh bien, on a quand même apporté de manière massive de l'assistance financière à des pays en difficulté. Donc, il y a, sur plusieurs points, on a créé des mécanismes de solidarité, on a créé des mécanismes de mutualisation sur la surveillance des banques. Donc, les solutions qui ont été apportées à la crise de la zone euro ne sont pas du tout des solutions d'inspiration allemande, sauf pour la partie renforcement des pactes de stabilité, toutes les mécanismes supplémentaires de discipline. Mais la vraie innovation, ça n'a pas été les mécanismes de discipline, ça a été l'ensemble de ce qu'on a créé à côté. Oui, c'est vrai que pour corroborer ce que vous dites, j'ai eu l'occasion d'être avec des patrons allemands il n'y a pas longtemps. Et leur lecture de la crise, c'est exactement celle que vous dites. C'est-à-dire, ils disent, au fond, on a perdu. Hein. Et je me suis dit, finalement, les Français pensent que l'Union européenne fonctionne aux normes allemandes, les Allemands pensent que c'est aux normes françaises. C'est peut-être que, comme disent les notaires, un bon partage mécontente les deux parties. Peut-être avez-vous des questions pour Jean Pisani? Oui. On va vous apporter un micro. Merci de vous présenter et de formuler. On vient à vous, monsieur, après, une question brève. Voilà. La personne qui lève le doigt, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, Jean-Luc, citoyen français de la région Centre. Je voudrais savoir... Ça c'est une présentation un peu elliptique. Quelque peu hétérodoxe, mais bon. Je voudrais savoir si vous considérez, monsieur Pisani-Ferry, comme mort le projet d'une Europe fédérale, et si ce n'est pas le cas, quelles lignes de force peut-on compter, sur lesquelles peut-on compter pour développer cette idée qui pourrait avoir comme avantage de redonner du sang et certainement des énergies intéressantes pour ce projet européen? Merci, monsieur. Vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là? Je peux tenter. Disons de redonner une certaine autonomie aux États, bon, à la manière des États en Suisse, hein, puisqu'on parle d'État fédéral, hein, on peut aussi se baser sur peut-être ce qui s'est passé aux États-Unis, voilà. Sans plus, mais disons donner un petit peu d'autonomie au pays, en respectant leurs spécificités, et peut-être aller peu à peu vers une harmonisation fiscale et sociale. Alors là, je vais beaucoup plus loin, il faut du temps. Mais si on avait pris le problème dans ce sens-là, peut-être qu'on aurait eu un autre résultat, enfin vraisemblablement. Merci. Bon, il y a des... j'ai deux réponses à votre question. L'une, c'est de dire il y a des tas de domaines dans lesquels, de fait, on fait du fédéralisme. Le fédéralisme, si on entend par là de la répartition des compétences, une gestion avec plusieurs niveaux de responsabilité et
des règles d'affectation, d'assignation de responsabilité à certains niveaux ou à d'autres. De fait, on est dans une structure fédérale. La Banque Centrale Européenne, c'est une entité complètement fédérale. Bon. Donc, du point de vue technique, on fait du fédéralisme. Alors, on ne le fait pas. Je suis d'accord avec vous sur l'aspect fiscal. Moi, pense que le fait que sur l'aspect des questions fiscales, c'est soit dans le cadre de l'OCDE qu'on fasse des progrès, que les Européens aient été incapables de le faire entre eux, parce qu'ils sont une règle de l'unanimité qui a fait que quelques petits pays ou quelques autres, pour des raisons idéologiques, ont bloqué toute initiative sur le plan fiscal, et que finalement ça se fasse dans le cadre de l'OCDE, parce qu'il y a eu une pression américaine pour dire à un moment faisons ça, trouvons un cadre dans lequel on avance. Je pense que c'est quelque chose dont aucun Européen ne peut être fier, même on peut être honteux. Mais donc il y a des domaines dans lesquels il me semble qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait, on pourrait faire. Maintenant, il y a une autre dimension, qui est la dimension politique. C'est-à-dire, et je pense que c'est celle-là que vous visez, c'est-à-dire le fédéralisme comme construction politique. Et ça n'a pas marché jusqu'à présent. On a essayé. On ne peut pas dire qu'on n'a pas essayé. On a essayé. On a essayé avec l'accroissement du pouvoir du Parlement européen, avec, disons, un certain nombre d'élections du Parlement européen au suffrage universel, et les institutions européennes, de manière générale, ont essayé de promouvoir cette approche. Alors, on n'a pas essayé de manière radicale, bien sûr, on a essayé de manière graduelle. Mais la réponse n'a pas été là. Elle n'a pas été là au sens où il n'y a pas le sentiment d'appartenance politique, la création de débats transpartisans, transnationaux, mais partisans au niveau européen. Ça n'a pas débouché. Citez-moi un débat qui ait marqué les opinions européennes et qui soit un débat commun, qui se soit déroulé à l'échelle européenne. À chaque fois, l'espace politique est resté l'espace national. Alors, il ne faut pas idéaliser le fédéralisme. C'est vrai qu'aux États-Unis, tout le monde déteste Washington. C'est vrai que dans des États fédéraux, on a facilement des tensions. On a un niveau fédéral qui ne suscite pas nécessairement beaucoup d'appartenance. Et à l'inverse, on a un Parlement européen qui, du point de vue technique, fonctionne bien même. Enfin, c'est plutôt un bon législateur. Bon. Mais appartenance politique, débat politique, zéro. Voilà. C'est la situation dans laquelle on est. Et je ne pense pas qu'on puisse dire on va simplement faire un grand saut en avant, et ce grand saut en avant va nous résoudre le problème. La dernière élection au Parlement européen, dans laquelle on a dit les différents partis vont désigner leur chef de file. Alors c'est intéressant parce que d'une certaine manière, ça s'est imposé. Madame Merkel n'avait manifestement pas envie que Jean-Claude Juncker soit automatiquement désigné président de la Commission européenne. Elle a été obligée de l'accepter, parce que l'idée qu'après, les chefs d'État reprenaient la main pour dire maintenant c'est nous qui décidons, ça n'est pas paru acceptable, en particulier en Allemagne. Donc il y a des éléments, mais ce sont des éléments faibles. Monsieur, on vient à vous après, monsieur. Bonjour. Ne fait-on pas porter à l'euro, à la monnaie unique, des responsabilités qui ne sont pas les siennes? Je veux parler de deux points particuliers. Si on avait commencé par l'Europe sociale, c'est-à-dire l'harmonisation des charges fiscales, des charges sociales, charge étant un terme qui n'est pas tout à fait approprié, mais des moyens de fonctionnement sociaux et des moyens de fonctionnement économique dans tous les États, je pense qu'on ne serait pas en état de crise comme on l'est actuellement. Certains commencent à le dire, d'autres le disaient déjà il y a 15 ou 20 ans. Le deuxième, on a laissé prendre le pas sur la spéculation financière qu'il y avait entre les différentes monnaies, qui a été supprimée par la monnaie unique. On a laissé la spéculation avec les produits financiers prendre le pas. Moyens financiers internationaux, qui sont, il faut le savoir, détenus comme jamais dans le monde. Ça n'a été le cas par seulement une soixantaine de personnes qui possèdent les 2/3 à peu près des moyens de richesse de la planète. Ça n'a jamais été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Et ces gens-là ont trouvé des produits financiers, des façons de spéculer,
qui se fiche des États, qui se fiche des nations, et jamais dans l'histoire du monde on les a laissé autant faire, puisqu'autrefois, quand un banquier s'opposait au roi, il se retrouvait comme Jacques Coeur en prison. Autrement dit, ce n'est pas la monnaie unique qui serait responsable, dites-vous, mais le défaut d'intégration, notamment sur le plan d'échange, enfin d'harmonisation, et puis bien sûr les mouvements brusques et spéculatifs qui se sont amplifiés sur les marchés financiers. Jean, puis pendant votre question. Je crois que je ne suis pas d'accord avec vous. Enfin, je suis d'accord avec vous sur des finalités, mais je ne suis pas d'accord sur les explications causales. Alors, sur l'aspect harmonisation sociale, soyons clairs, est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on veut l'harmonisation sociale? La vision qu'on a de l'harmonisation sociale, c'est que tout le monde s'harmonise, s'aligne sur nous. Hein. Ça ne marche pas. Si vous dites, nous sommes le pays avec les cotisations sociales parmi les plus élevées en Europe. Hein. Donc si vous dites harmonisation sociale, vous dites, si vous prenez un point moyen, il va falloir baisser les cotisations sociales en France, et donc baisser les dépenses sociales. Nous sommes un des pays avec le salaire minimum le plus élevé, donc si vous dites harmonisation sociale, ça veut dire qu'il va falloir baisser le salaire minimum en France. Bon. Sinon, on a une vision consistant à dire les autres n'ont qu'à faire exactement comme nous. Ils ne nous considèrent pas toujours, et en particulier ces dernières années, ces dernières décennies, cette dernière décennie, ils ne nous considèrent pas toujours comme un exemple à suivre. Hein. Donc si vous dites aux autres, alignez-vous sur nous, nous dirons non. Regardez votre taux de chômage, regardez un certain nombre de vos performances, nous n'avons aucune envie de nous aligner sur vous. Comment? J'entends pas. On est en concurrence avec eux sur des charges qui sont effectivement plus faibles. Mais je pense que, pour le coup, Jean Pisani a répondu en partie à votre... Au-delà de ça, les pays ont des niveaux de développement très différents. Et c'est pas possible d'aligner les conditions sociales entre des pays qui ont des niveaux de développement aussi différents. Hein. Alors on peut avoir... Non mais, qu'est-ce qu'on a fait en Europe sur le social? On a dit, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne se fait pas concurrence. Hein. Notamment l'égalité homme-femme, un certain nombre d'éléments sur les conditions de travail, etc. Il y a un socle. Ce socle, il peut être accru. Il doit être accru. Hein. Et le fait que l'Allemagne ait adopté un salaire minimum permet maintenant de dire le principe du salaire minimum peut... ça encore, c'est pas universel. Et on peut aller vers l'inclusion du principe du salaire minimum dans le socle social. Mais ce salaire minimum, il sera différent entre les pays, inévitablement, compte tenu de la diversité de niveau de développement. Quant à la protection sociale, s'il y a une chose que les Européens veulent dans tous les pays, c'est que la protection sociale, ça reste du ressort national. Ils ne veulent absolument pas qu'on harmonise les systèmes de santé, les systèmes de retraite, les systèmes de transferts sociaux. C'est le choix national. Et ça se traduit par des coûts qui sont différents. Des niveaux d'abord des modes de financement qui sont différents, des niveaux de dépenses qui sont différents. Et donc, c'est inévitablement, il y a des différences de ce côté-là. Vous ne pouvez pas vouloir harmoniser les niveaux et en même temps dire un certain nombre de choix collectifs sont différents de pays à l'autre. Il y a vraiment une très grande clarté. Quand on demande aux Européens qu'est-ce qui doit être fait au niveau européen, qu'est-ce qui doit être fait au niveau national, ils disent tous la protection sociale, c'est du niveau national. Bon, maintenant, sur l'autre aspect qui était la concentration de richesse et les mouvements spéculatifs, sont deux choses différentes. La concentration de richesse, c'est absolument vrai. Et donc ça, c'est un problème global d'inégalité et enfin en particulier d'accroissement de richesse tout en haut de l'échelle des revenus. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les spéculations, parce que la spéculation, ça peut être aussi bien des gens qui gèrent des retraites, des fonctionnaires dans un certain nombre de pays, ou qui gèrent les actifs que peuvent avoir les uns et les autres sous forme
d'assurance vie, ensuite c'est géré, ces choses-là, c'est géré par des gens qui ont la responsabilité de gérer ces portefeuilles. Donc ils vont chercher à acheter des obligations de tel ou tel pays, puis ça rapporte un peu plus. Et puis quand il y a un risque sur ce pays, ils vont retirer leurs obligations de ce pays et ça va faire des chocs sur les rendements, ça va faire une crise sur le marché obligataire de ce pays. Mais ça, c'est pas l'hyperconcentration de richesse. C'est simplement le fait que l'épargne financière, elle est placée en obligation. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, pardon. L'euro existe aujourd'hui, au moins pour sa stabilité, il serait la deuxième monnaie mondiale. L'Europe, entre guillemets, n'a pas d'âme. Est-ce que la sortie des Britanniques de l'Europe, pas de l'euro, ils sont pas de l'Europe, pourrait être de nature à créer chez les peuples des nations européennes un peu plus d'envie, de solidarité, d'aller plus loin, voire chez les politiques d'aller plus loin dans la construction de l'Europe? Et si oui, que faut-il faire pour précipiter le mouvement? Messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers. Hein. Jean. Il faut que les Britanniques se décident. C'est pas possible de rester dans cette situation d'incertitude. Bon, c'est clair qu'il y a une situation interne maintenant dans laquelle de plus en plus les citoyens britanniques ont une vision de l'Europe qui ne correspond pas à la réalité pour beaucoup. Et du coup, on parlait du social à l'instant, l'idée de l'Europe sociale, l'impression que c'est chez toute une fraction conservatrice de l'opinion britannique que les contraintes sont insupportables. C'est le contraire, la vision exactement contraire de celle que vous donnez à l'instant, monsieur. C'est l'idée que les contraintes sont absolument insupportables sur l'économie britannique, ce qui évidemment ne correspond pas à la réalité. Bon. Donc il faut qu'ils se décident. Donc ils vont se décider, on va bien voir. Alors est-ce qu'on doit souhaiter qu'ils partent? Non, moi je pense qu'on doit souhaiter qu'ils clarifient leur position. Je ne suis pas sûr que ce serait une très bonne chose qu'ils partent. Hein. Je pense que c'est... je ne sais pas ce que deviendra la Grande-Bretagne s'ils partent. Alors il y a une tentation singapourienne en Grande-Bretagne, une tentation de devenir un centre financier pour le monde entier, sans appartenance, sans responsabilité, une espèce de grande cité-État qui, on voit bien d'ailleurs que vis-à-vis de la Chine, aujourd'hui, les Britanniques font tout pour que le renminbi soit coté à Londres, que ça devienne un centre offshore pour la Chine, comme c'est devenu un centre pour le Moyen-Orient, comme c'est devenu un centre pour les Russes, etc. Donc cette idée là. Mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire derrière ça, il y a quand même un certain nombre de normes internationales, il y a un certain nombre de choses. D'une certaine manière, les Britanniques seront obligés de copier ce qui se fera dans l'Europe. Hein. Ils seront obligés d'adopter. Au lieu d'avoir une voix dans la législation, ils n'en auront plus. Donc ce ne sera pas nécessairement une très bonne chose pour eux. Comment ? Merci à vous. On approche du terme de notre séance. Je voudrais, Jean, qu'on conclue avec un autre chapitre qui est celui de la croissance. Il y a un certain nombre de voix éminentes dans le monde académique, économique, qui disent « la croissance, c'est fini ». C'est Robert Gordon, donc un illustre économiste américain, qui a fait un article il y a quelques années pour expliquer qu'au fond, la vague d'innovation récente était beaucoup moins féconde que celle que nous avions connue avec l'électricité, avec l'automobile ou a fortiori avec le pétrole. Donc nous serions orientés vers ce qu'on appelle une stagnation séculaire, c'est-à-dire une diminution inéluctable, compliquée de problèmes démographiques, c'est-à-dire le vieillissement de nos sociétés, qui nous ferait tangenter la croissance entre 0 et 1. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui disent non, pas du tout.
En réalité, on pense ça, mais nous vivons encore les effets délétères de la crise financière, qui est l'une des plus importantes que le siècle ait connue, et qui ombre nos perspectives de croissance, après avoir liquidé justement ces effets de traîne d'un surcroît de dette. Nous retrouverons une activité normale. Quel est votre avis là-dessus? Quelle est votre analyse? Est-ce qu'il faut faire le deuil de la croissance pour nos sociétés, j'allais dire, mûres, en tout cas développées, ou bien est-ce que nous pouvons espérer après la pluie, le beau temps, en somme? Bon, ça, c'est vraiment un débat d'économistes, puisque je pense qu'un certain nombre d'entre vous se disent pourquoi est-ce qu'ils ne se posent pas la question de savoir si la croissance est souhaitable, hein. Les économistes se posent assez peu la question de savoir si la croissance est souhaitable, probablement parce que quand ils parlent croissance, ils pensent que c'est l'effet du progrès technique, et que ce progrès technique est inévitablement là, et donc inévitablement il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait, hein. Bon, je pense que la réflexion sur la qualité de la croissance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait en termes de répartition du revenu, qu'est-ce qu'on en fait en termes de qualité de l'environnement, qu'est-ce qu'on en fait en termes de soutenabilité des évolutions, c'est une réflexion qui est parfaitement nécessaire, légitime et nécessaire. Bon, mais ce n'est pas la question posée, donc je reviens à la question posée. Alors, je pense qu'on a massivement sous-estimé les conséquences du choc de 2008. On a cru, un peu naïvement, qu'on rebondissait et que tout recommençait comme avant. Et ça, cette croyance naïve, elle n'était absolument pas fondée sur les faits. C'est-à-dire que toute l'expérience historique de tous les pays, et on a quand même une profondeur d'expérience là-dessus, de tous les pays qui ont subi des crises financières violentes, suggère que ça prend beaucoup plus de temps, hein, que le sortir de ce type de crise, c'est une longue convalescence. Et nous, alors les Américains moins que nous, mais les Européens ont fait l'erreur de croire dès 2011 que ça y est, c'était fini, on pouvait considérer qu'on était reparti. Et puis on a rechuté. Donc là, il y a eu une erreur, et je crois que c'est vrai que l'effet de traînée est important par rapport à des chocs d'une grande violence, hein, de très grande violence. Alors pourquoi il y a un effet de traînée? Il y a un effet de traînée parce qu'il y a de la dette. Il y a de la dette privée qui était dans tous les pays qui étaient arrivés à la crise avec beaucoup de dettes privées, typiquement l'Espagne. Ça prend du temps, hein, de résorber cette dette privée. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de faillites personnelles, par exemple, hein. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle ils s'en sortent relativement bien, c'est qu'ils ont éliminé par des faillites personnelles une partie des problèmes de dette. Il y a de la dette publique, parce que les États ont dû, pas tellement relancer, mais surtout subir les conséquences de ce choc, que ce soit pour aider les banques ou que ce soit simplement parce qu'ils ont perdu des recettes fiscales. Il y a de l'investissement qui ne s'est pas fait. Donc cet investissement qui ne s'est pas fait, ça donne ensuite de la croissance en moins. Il y a des gens qui ont quitté le marché du travail. Aux États-Unis, il y a cette question, hein, c'est-à-dire le chômage a baissé, mais en fait le chômage est revenu presque au niveau du plein emploi, quasiment au niveau du plein emploi, mais il y a des tas de gens qui ne sont pas là, qui ne sont plus sur le marché du travail, hein. Donc ces gens-là, ça fait moins d'activité, donc ça fait moins de croissance. Il y a de l'innovation qui a pu ne pas se faire, parce qu'il y a des entreprises qui ont disparu pendant ce temps-là, et il y a tout le débat, hein, est-ce que les fluctuations c'est bon ou mal ou mauvais pour la croissance, avec certains qui disent, enfin l'approche un peu schumpeterienne simple, fait tomber le bois mort, donc les nouvelles entreprises se créent, mais en même temps pour ça il faut un système financier qui fonctionne, et quand le système financier ne fonctionne pas bien, cette réallocation ne se fait pas. Donc je pense qu'il y a certainement tous ces facteurs qui ont été à l'œuvre, et donc qui expliquent en partie cet effet de traîne qu'on a maintenant près de bientôt 10 ans, hein. On va être en 2016, dernière année normale c'était 2007, hein. Et si on regarde l'évolution du revenu par tête en Europe, ça va être une décennie perdue, hein.
Donc une décennie perdue, c'est ce que l'Amérique latine a connu dans les années 80. Ça a été des choses énormes. La dernière fois que l'Europe a connu une décennie perdue, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis avant, c'était pendant les années 30. Mais on n'est pas, si vous prenez entre 1929 et 1939, ou si vous prenez entre 1939 et 1949, notre performance telle qu'elle va être, va pas être de nature différente. Hein. On va être sur le même type d'évolution. Donc c'est vraiment très lourd. Parfois, on ne mesure pas à quel point c'est considérable. Alors, est-ce qu'il y a une autre explication du côté du progrès technique? Très franchement, on ne sait pas. On observe que la productivité est plus basse. Les gains de productivité sont plus bas. Et il y a d'un côté cette idée que ça vient du fait que les innovations qui emplissent notre vie quotidienne sont au fond d'une ampleur moins grande qu'un certain nombre d'innovations historiquement qui avaient transformé notre vie, et que ce n'est pas parce qu'on est tous excités à propos des applications sur le smartphone que c'est de même ampleur que la généralisation de l'automobile ou des techniques de construction de l'eau courante. De l'eau courante. Au fond, si on avait à échanger l'électricité, c'était quelque chose d'énorme, hein, et donc dit, est-ce que vous voulez le choix, est-ce que vous voulez garder tout ce que vous avez eu depuis 2005 en termes de nouvelles fonctionnalités sur votre ordinateur, ou bien, mais à ce moment-là, on vous retire le courant? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, alors, de l'autre côté, il y a des gens qui disent non, attendez, d'abord on mesure mal. Hein, probablement on mesure mal la croissance parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne mesure pas. Et en fait, quand vous utilisez votre smartphone et que vous utilisez un service, en gros, vous donnez des données personnelles, vous échangez des données personnelles contre un service. Il n'y a pas de monétisation entre les deux. Hein. Donc ça ne rentre pas bien dans les statistiques. Ça vous donne un service, ce service n'est pas gratuit, vous avez échangé, c'est une économie de troc, vous avez échangé vos données contre un service, mais c'est pas bien mesuré. Donc il y a on mesure mal, et puis deux, il y a des phénomènes qui peuvent être des phénomènes assez cumulatifs, dans lesquels, c'est le symbole de ça, c'est la voiture sans conducteur. C'est-à-dire à un moment, tout ça va fusionner dans des transformations qui vont être d'échelle bien plus grande que ce qu'on a vu jusqu'à présent. En tout cas, il y a une chose sur laquelle peut-être je voudrais conclure, sur la France, sur les pays européens. Ce qu'on peut dire sur les États-Unis ne s'applique pas complètement à nous. Hein, dans les facteurs, par exemple, qui expliquent qu'aux États-Unis, il y ait moins de gains de productivité, il y a le fait que le niveau d'éducation aux États-Unis a cessé de progresser. C'est-à-dire qu'il y a la proportion de diplômés d'université dans ceux qui sortent du marché du travail parce qu'ils partent à la retraite est la même que dans ceux qui entrent. En France, ceux qui sortent partent à la retraite, moins de 20% ont eu accès à l'université, ceux qui entrent, c'est plus de 40%. Donc on a un énorme facteur d'amélioration de la qualification moyenne qui joue encore. Il y a des tas de technologies qui existent aux États-Unis qu'on n'a pas utilisées, qu'on n'a pas appliquées à échelle massive chez nous. Donc il y a des facteurs comme ça, sur lesquels, si on peut s'interroger sur le point de savoir est-ce qu'aux États-Unis on a un ralentissement durable ou pas durable, ou est-ce qu'on va avoir, c'est temporaire, il va y avoir une nouvelle vague, ça ne veut pas dire que ça se transfère un pour un chez nous. Et il me semble que nous avons aujourd'hui un potentiel, compte tenu de notre retard, compte tenu de la décennie perdue qu'on a derrière nous, compte tenu de notre capacité aussi en termes d'éducation, on a un potentiel aujourd'hui qui est très sous-exploité pour des raisons essentiellement de fonctionnement macroéconomique et de cet ajustement lent et du fait qu'on a du mal aujourd'hui à redémarrer, à retrouver un dynamisme, alors que d'autres pays européens commencent à le retrouver. Tout n'est pas perdu, donc c'est le mot de la fin, et nous avons devant vous des jours meilleurs, en somme. Merci Jean, merci à vous, je crois qu'on peut l'applaudir pour le remercier d'avoir... Merci à vous tous et bonne soirée. Merci.